Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo s'est officiellement ouvert le 30 novembre 2016. La couverture médiatique de cette affaire dite des bérets rouges reste très restreinte. Au Gabon, les autorités interpellent les opérateurs économiques sur la cherté de la vie. Le gouvernement espère la mise en place de prix soutenables par l'ensemble de la population. Au Sénégal, la foire internationale de Dakar, FIDAK, célèbre sa 25e édition jusqu'au 9 décembre. Un rendez-vous d'affaires placé sous haute sécurité par les autorités sénégalaises. Mais tout d'abord, en Gambie, à la surprise générale, le président sortant, candidat à l'élection présidentielle du 1er décembre, Yahya Jammeh, aurait reconnu sa défaite avant même que la commission électorale ne publie les résultats. Selon le président de cette commission, les premières tendances seraient défavorables au chef de l'État qui a dirigé la Gambie pendant 22 ans. Plus de détails sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo, qui devrait reprendre ce vendredi 2 décembre, a été renvoyé au lundi 5 décembre pour des raisons de sécurité. Les avocats des deux parties estiment également que les restrictions liées aux smartphones et tablettes entravent leurs travaux. Et justement, le procès du général Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'État de 2012, était très attendu par les populations maliennes. Mais la couverture médiatique de l'affaire dite des bérets rouges reste très restreinte. Mokhtar Bari. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo et de ses 16 co-accusés mobilise les foules. Plusieurs médias maliens et étrangers sont à Sikasso pour la couverture de l'événement. Plus d'une centaine de journalistes ont été accrédités. Si le public est autorisé à suivre le procès, il n'est cependant pas permis aux hommes de médias d'effectuer les enregistrements. L'exclusivité de la couverture du procès étant réservée à l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali, ORTM, une mesure jugée discriminatoire. Le problème aujourd'hui, donner l'opportunité aux médias d'État seulement d'accéder à la salle avec les appareils qu'il faut ne font pas arranger le pays qui est en cette situation-là. Parce que ce procès n'est pas un procès pour le Mali seulement, c'est un procès d'envergure internationale. Donc il fallait laisser les hommes des médias faire bien leur travail. Ce procès est au-delà de ces petites considérations. Je suis sur ma faim sur le fait que le procureur, dans son réquisitoire, il a bien précisé que le rôle de la presse est important dans la distribution de la bonne information. Le RTM devait céder quelques images sur demande des médias. Pour certains confrères, les autorités en charge du procès doivent trouver des moyens de mieux aider les journalistes, toute chose qui servirait l'image du pays. Ça ne facilite pas le travail des hommes de médias dans la mesure où, je pense notamment à mes confrères de la radio qui ont besoin de son. Donc, et même pour la presse écrite aussi, quand on n'arrive pas à prendre des sons, souvent on rate des choses. Même en prenant note, on ne sont pas assez rapides. Donc on rate des choses et on court le risque de ne pas rendre fidèlement ce qui a été dit dans la salle. On a vu que du point de vue sécuritaire, on a mis le paquet quand même par ces temps d'insécurité qui courent dans le pays. Mais ces mesures sécuritaires ont plus qu'entravé le travail de bon nombre de journalistes dans la mesure où les gens ne pouvaient entrer dans la salle avec aucun appareil, donc déboussolé. C'est comme si vous envoyez un paysan dans son champ sans outils. Ce procès rappelle celui d'un autre général il y a 23 ans. En effet, en 1993 se tenait le procès de l'ex-chef d'État malien, le général Moussa Traoré. Un événement qui avait été retransmis sur les antennes de la chaîne publique. Au Gabon, le ministère de l'économie a interpellé les opérateurs économiques le 30 novembre. Les autorités se sont résolument engagées à lutter contre la vie chère. Un séminaire d'information sur le respect des prix réglementés s'est tenu à Libreville. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum.
Après les visites de contrôle des prix sur le terrain, les réunions d'harmonisation avec les directions générales de la chaîne des prix, le ministère en charge de l'économie était face aux opérateurs économiques exerçant au Gabon. Objectif, expliquer à ces derniers la nécessité pour chaque partie de respecter les mesures de plafonnement des prix dans le but de soulager le panier de la ménagère. Fort de cette posture de l'État-providence dans l'animation des politiques sociales que le gouvernement s'est senti investi de la mission de régularisation des prix. Le Conseil gabonais des chargeurs a réduit de 9% depuis 2012 les droits de trafic des cargaisons qui rentrent au Gabon. De son côté, l'Office des ports et rats du Gabon a baissé de 20% les tarifs des produits de première nécessité. Malgré toutes ces mesures, le coût de vie demeure encore trop élevé pour la population. Je veux que le président change le prix pour que les choses soient moins chères. L'huile, toutes sortes qu'on mange. C'est une très bonne action parce que lorsque le gouvernement donne les prix, il faut vérifier, c'est pour que ça soit respecté. Nous sommes très heureux et nous espérons que cette initiative sera pérenne. Pour le ministre délégué à l'économie, dont l'une des missions est de mettre en œuvre des politiques de lutte contre la vie chère conformément à la volonté du chef de l'État, des sanctions seront prises à l'encontre des opérateurs économiques qui ne respecteront pas les mesures gouvernementales. Au regard des mesures qui ont été celles de l'OPRAG, de la CGC, et des efforts initiés par le gouvernement, des vérifications vont être faites dès lors que les opérateurs économiques ne respecteront pas ou dévieront les instructions de l'État. Ils seront sanctionnés normalement et pour faire en sorte que nous puissions respecter la volonté du chef de l'État, celle de faire évoluer le mode et le genre de l'illégalité. En termes de perspective, l'Office des ports et rats du Gabon entend ouvrir le marché de livraison des conteneurs à l'importation pour accentuer les efforts de l'État en matière de réduction des coûts des produits de première nécessité pour le consommateur final. Pour les opérateurs économiques, le message est bien passé et chaque bord devra désormais jouer son rôle. Le Sénégal abrite depuis le 24 novembre la 25e édition de la Foire internationale de Dakar. Et cette année, l'une des particularités de ce rendez-vous d'affaires est le déploiement d'importants moyens de sécurité. Le Sénégal, qui a été épargné jusqu'à présent par les attaques terroristes, redouble d'efforts face à cette menace. El Hadj Ndiaye. La 25e édition de la Foire internationale de Dakar a débuté ce 24 novembre 2016 au Sénégal. Si certains pays comme le Mali sont venus vendre leurs basins ou le Faso d'Anfani du Burkina Faso, d'autres par contre sont présents pour faire connaître leurs services. C'est le cas de la gendarmerie nationale. Le fonctionnement de ce corps militaire a été exposé aux visiteurs de la foire. Ainsi, la gendarmerie nationale, à travers cette exposition, se rapproche davantage de la population, comme le veut le concept Armée-Nation. Le concept Armée-Nation est une réalité. C'est la cause principale de notre présence ici au niveau de ce stand. La gendarmerie n'est pas seulement le côté répressif, mais avant la répression, il y a plusieurs étapes. Il y a la prévention, il y a l'éducation, il y a le renseignement. La gendarmerie aide, la gendarmerie porte secours. Et c'est en dernier lieu que la répression survienne. C'est pour ça qu'on est venu pour leur expliquer exactement la gendarmerie qui est proche de la population pour leur montrer que notre raison d'être, c'est les populations. Pour la couverture sécuritaire, la gendarmerie nationale sénégalaise a déployé plus de 500 gendarmes. Des appareils électromagnétiques sont mis en place au niveau des entrées, ceci pour détecter la masse métallique ou éventuellement des personnes qui apportent les objets prohibés au niveau du CICES. La gendarmerie a su relever le niveau sécuritaire cette année avec la présence effective des drones et des avions qui roulent à basse altitude. La gendarmerie a déployé des ULM. Ce sont des avions ultra légers motorisés qui roulent vraiment à une vitesse très réduite et à une altitude basse. Et on a aussi des drones qui survolent la foire et les axes menant à la foire pour nous renseigner sur des éventuels mouvements de foule ou là où il y a des embouteillages, qui renseignent directement au poste de commandement opérationnel qui est basé à la foire. En ce moment-là, on peut envoyer les motards ou bien des éléments à pied pour régler ponctuellement la situation. La gendarmerie nationale s'est aussi préparée pour faire face à la menace terroriste en plus de la délinquance habituelle. Pour ce faire, une collaboration est souhaitée entre les populations, les exposants et les forces de sécurité. La 25e édition de la Foire internationale de Dakar prend fin le 9 décembre 2016.
La Confédération africaine de football enregistre près de 54 000 femmes licenciées. Au Cameroun, le football féminin tend à se démocratiser, notamment grâce à la médiatisation des compétitions sportives telles que la CAN féminine. Une avancée pour cette discipline qui reste encore très masculine. Gaël Onana. Le football reste encore aujourd'hui au niveau professionnel un sport majoritairement masculin. Au Cameroun, il y a une vingtaine d'années, être une femme et jouer au football n'était pas réellement dans les mœurs. Pourtant, certaines ont relevé ce défi. Par passion et souvent sans recevoir une quelconque indemnité, elles ont participé à l'émancipation du football féminin au Cameroun. Ngobok Sylvie, ancienne joueuse au club TKC, s'en souvient encore. Et nous, on a joué comme ça. On n'avait pas d'argent, on sortait des maisons pour aller s'entraîner pour l'équipe nationale et on rentrait à la maison. Aujourd'hui, c'est qu'on les regroupe, elles sont logées, elles sont véhiculées. Et je me dis qu'avec ça, la jeune fille, quand elle voit ça, elle se dit pourquoi ne pas me lancer dans le football. Aujourd'hui, il y a de l'argent. La fille, je connais beaucoup qui ont refait les maisons de leurs parents, qui aujourd'hui achètent des villas. Leur premier obstacle, la famille. À l'unisson, elles témoignent, leurs parents ont toujours été opposés à leur passion, à ce passe-temps qui très vite est devenu leur mode de vie. Mais chacune à leur manière, elles ont réussi grâce à leur motivation à les convaincre. Et mon papa n'a jamais voulu que je joue au foot. Il n'a jamais voulu me poser toujours la question de savoir s'il y a des Roger Milafille qu'il n'avait jamais vu. Et il me disait toujours que tu vas jouer, je n'ai jamais vu Roger Milafille. Puis je dis que papa non, je vais aller jouer. Il a toujours été contre. Ma maman m'avait même enlevé à Yaoundé pour m'envoyer fréquenter en brousse par rapport à cette histoire de football. Mais heureusement pour moi, il y avait un certain papa Tangana, lui de Gonzague, de regretter mémoire, qui tenait tête à mes parents et qui m'avait encouragé. J'ai pu jouer aussi longtemps possible. Le football féminin aujourd'hui au Cameroun a certes beaucoup évolué, mais il souffre encore de plusieurs maux. Non seulement en termes d'organisation, mais aussi d'encadrement. Avec cette CAN féminine organisée au Cameroun, ces anciennes footballeuses espèrent toutes que les choses pourront véritablement changer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.